Commençons, je pense que la porte se ferme. Que nous puissions, suivant nos règlements, siéger à huis clos. À titre exceptionnel, nous ouvrons notre séance mensuelle. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis heureux de vous accueillir. Nous rendons aujourd'hui hommage à Colette, qui fut membre de notre académie et prononça le 4 avril 1936 un discours de réception qui est resté très remarqué et très remarquable. C'était en avril et c'est une des raisons qui nous a fait choisir cette date au risque des vacances de Pâques pour rendre cet hommage aujourd'hui. Si vous le permettez, avant de donner la parole à nos deux orateurs, Mme Vergès et Antoine Compagnon, que nous verrons sur l'écran tout à l'heure, puisqu'il est enfermé dans sa chambre à cause de l'épidémie qui circule. Il y a le Covid, donc vous l'entendez peut-être un peu tousser tout à l'heure quand il s'exprime. Si vous le permettez, donc, avant de leur donner la parole, je voudrais vous dire quelques mots des circonstances de l'élection de Colette dans notre académie et peut-être élargir un peu le propos par une réflexion sur la présence des femmes dans les académies, de manière générale. Il n'existe pas, j'ai un peu cherché, à ma connaissance, d'études d'ensemble sur ce sujet brûlant. Les femmes dans l'institution académique. Leur histoire se multiplie en autant d'histoires qu'il y a d'académies, et il y en a beaucoup, qui contiennent la plupart du temps aujourd'hui un certain nombre de femmes, bien sûr. Longtemps, l'élection d'une femme dans une académie fut un événement avec un caractère exceptionnel. Une initiative originale, une audace, même une première, et souvent, je dirais, un faux départ, qui n'a pas eu d'avenir. Une académicienne dans une académie fut le plus souvent une exception. Avec l'ambiguïté que cela suppose, l'exception déroge à la règle, mais comme dit l'adage, la confirme. Il est arrivé qu'une femme succède à une femme, c'est même assez souvent le cas. Et ce fut le cas de Colette, succédant dans notre académie à Anna de Noailles. Suivant une loi de l'analogie qui avait été théorisée dans d'autres contextes par Sainte-Beuve, qui à un certain moment, au début du XIXe siècle, avait souhaité qu'on remplace quelqu'un suivant une logique des compétences. Il appelait ça le principe d'analogie. Un romancier succède à un romancier, un poète, etc. D'une certaine manière, elle est appliquée lorsqu'une femme succède à une femme. Dans le cas de Colette, comme vous le savez, le lignage féminin s'est interrompu, puisque c'est Jean Cocteau qui lui a succédé, à moins que l'analogie puisse se situer ailleurs, c'est-à-dire dans une dissidence sexuelle, par exemple, et peut-être pour d'autres raisons. Longtemps donc, les académiciennes furent des exceptions, mais de puissantes exceptions. Dans l'histoire plus ancienne des académies, c'est l'Italie, elle-même fondatrice de la version moderne de l'institution académique, qui a réservé cet honneur à quelques femmes d'exception. Si je suis bien informé, la première élection d'une femme dans une académie fut celle d'Artemisia Gentileschi. Peut-être peut-on montrer son visage à l'écran. C'est le second portrait que je vais vous montrer. Voilà. Certains d'entre vous la connaissent. C'est une grande peintre, si c'est de cette manière que je dois m'exprimer. Elle fut élue le 19 juillet 1616 à l'Académie des Beaux-Arts de Florence, ou pour être plus exact, à l'Accademia delle Arti del Disegno. Artemisia avait 23 ans, ce qui rend l'événement plus extraordinaire encore. Comme est extraordinaire l'événement tragique que ces biographes ne manquent pas
de relier aux étapes brillantes de sa carrière le fait, vous le savez peut-être, qu'elle a été violée par celui qui lui enseignait l'art de dessiner et de peindre. Cet événement, elle l'a réparé d'une certaine manière par sa très belle carrière. Je ne veux vous montrer, c'est l'image suivante, qu'une image qui l'illustre. Voilà, c'est Judith décapitant Holoferne, la plus spectaculaire peut-être des vengeances d'Artémisia sur le sort que son maître de peinture lui avait réservé. Une autre vengeance, plus sage sans doute, fut d'épouser un jeune peintre florentin dont elle eut 4 enfants et qu'elle eut le bonheur de voir élire et peut-être même de contribuer à faire élire, on n'en sait rien puisque les délibérations sont secrètes, à l'Académie des Beaux-Arts de Florence où ils ont donc siégé en couple. Les académies italiennes nous offrent d'autres exceptions. Celle en particulier, c'est un autre nom que je voulais vous citer et un autre portrait que je veux montrer, d'Elena Cornaro, qui fut élue en 1669 à l'Accademia dei Ricovrati de Padoue. Ce n'est pas n'importe quelle académie, c'est l'académie où se trouvait Galilée. Elle y siégea. Ricovrati, ça veut dire, petite parenthèse sur le sujet, qui s'éloigne du monde, n'est-ce pas, qui est dans sa tour d'ivoire, qui se laisse recouvrir. Elena Cornaro appartenait à une grande famille vénitienne que vous connaissez peut-être, les Cornaro, qui ont laissé des palais et des villas que l'on visite encore. Elle était un peu comme sœur Colette, quelqu'un qui avait d'autres compétences que la compétence littéraire, qui travaillait sur divers sujets. Elle fut aussi la première à détenir un titre universitaire. Cela paraît étonnant, n'est-ce pas ? Elle était docteur en philosophie. Et son père, qui menait campagne pour la promotion de sa fille, puisqu'elle était philosophe, mathématicienne, théologienne, voulait absolument qu'elle ait aussi un doctorat de théologie, mais le cardinal de Venise s'y est opposé en disant « nous serions complètement ridicules à la face du monde ». L'autre exception que constituent les Ricovrati, c'est qu'ils se sont ouverts de manière plus abondante à l'entrée des femmes. Je crois que c'est un phénomène unique jusqu'à nos jours dans l'histoire des académies. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, 25 femmes ont été élues et ont siégé, dont une vingtaine de Françaises, donc membres extérieurs à ce titre, dans l'Académie de Padoue, parmi lesquels il y avait Madame Dacier, Madeleine de Scudéry, de grands noms de l'histoire de la littérature. C'est l'autre exception de cette grande académie. Élire des femmes dans les académies semble presque aller de soi aujourd'hui. Nous le faisons régulièrement. Depuis l'élection d'Artémisia en 1616, les académies italiennes ont été à l'avant-garde jusqu'au XXe siècle. Et au XXe siècle, je peux dire, avec un peu de fierté, n'est-ce pas, que nous partageons, que notre académie belge a pris le relais. On signale comme un événement, et c'en est un bien sûr, et on le signale notamment à l'occasion du 150aire de Colette de cette année, qu'elle a été élue à l'Académie Goncourt, le 2 mai 1945. 10 ans, si je compte à peu près, n'est-ce pas, après son élection, parmi nous, oserais-je dire, dans notre Académie. Et après plusieurs essais infructueux à l'Académie Goncourt, on peut le signaler aussi. En 1945, elle succédait à Judith Gautier, élue en 1910, et restait pendant plus de 30 ans la seule femme de l'Académie. Le nerf de la guerre n'est donc pas seulement l'élection d'une femme dans une académie, qui risque toujours de rester une singularité, cette femme transmettant à une autre femme, etc., mais d'en élire plusieurs. Ce que firent nos prédécesseurs, après Colette en 1935, Marie Guévers fut élue en 1938, je voulais vous montrer son portrait, puis après la guerre, Julia Bastin,
Oui, Jules qui était là, pardon. Oui. Marie Guévers, oui. Et Julia Bastin, Émilie Noulet, en 1953, Marthe Bibescu, mais je ne l'ai pas mise, je crois, en 1955. Notre académie compte aujourd'hui 11 femmes, parmi lesquelles j'inclus Fatou Diom, qui nous rejoint aujourd'hui. L'élection de Marie Guévers en 1938 était doublement importante, car notre académie, conformément à ses statuts, compte des membres belges et des membres étrangers. En élisant Anna de Noailles et puis Colette, on allait vers une double singularité, une femme, mais aussi quelqu'un qui n'était pas dans le patrimoine national, si j'ose dire. Donc l'élection de Marie Guévers était doublement importante. Tout comme l'élection de Claire Préau, chez nos amis de l'autre académie, seulement quand même en 1957. L'académie dite thérésienne, que nous connaissons bien, nous avons des amis et des amis, qui est l'autre académie, qui siège dans ce beau palais, avait élu aussi une femme en 1945, la reine Wilhelmine des Pays-Bas. Mais vous voyez que d'une certaine manière, c'était trop représentatif d'un certain symbole autre que celui d'être membre d'une académie. Je reviens en 2 mots pour conclure à l'élection de Colette à l'Académie royale belge, 9 mars 1935, dans l'après-midi. La séance s'est ouverte à 14h30. Il existe des procès-verbaux, je ne résiste pas au plaisir de vous lire, parce qu'il adopte un ton merveilleux de sobriété pour saluer un événement qui nous paraît anachroniquement un peu extraordinaire. Je vous cite, donc, « On procède à l'élection d'un membre étranger au titre littéraire. Madame Colette est élue par 15 voix, contre 2 à Miguel de Unamuno. Et il y a 4 bulletins blancs. Les procès-verbaux ne donnent pas le détail identifiant qui a voté pour qui. Ce sont des rumeurs qui circulent après chaque élection, mais elles sont censées rester très mystérieuses, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander, mais qui donc a laissé un bulletin blanc pour ne pas voter pour Colette? Ils étaient 4 quand même dans cette académie. Parmi les 21 membres, outre le directeur, Louis Delattre, qui préside la séance, et le secrétaire perpétuel, se trouvait notamment le fondateur de notre académie, Jules Destré. Je me demande s'il a voté pour Colette. Pourquoi pas, bien sûr. Et parmi les noms bien connus, Albert Moquel, le fameux théoricien du symbolisme, directeur de la Wallonie, Gustave Charlier, le grand historien de la littérature, qui a été le maître de Roland Mortier, de Raymond Trousson, et jusqu'à nous, je dirais, d'une certaine manière. Il y avait Valère Gilles, poète, qui a prononcé le discours d'accueil au cours de cette séance mémorable. Il existe du discours de Colette un enregistrement lacunaire. Donc c'est un discours qu'elle a prononcé le 4 avril 1936. Il est conservé dans nos archives. Une autre version se trouve aux archives et musées de la littérature, au 3e étage de la Bibliothèque royale. Cet enregistrement, je vais vous en faire entendre quelques phrases. Il n'a pas la qualité technique de ce qu'on aurait aujourd'hui pour un enregistrement de cette sorte, bien sûr, mais il est audible, et je vous propose donc d'entendre le début, qui est le moment où Colette rappelle ses liens avec la Belgique. Voilà, peut-être que ça va se déclencher. On a cité d'elle des mots pénétrants, des mots justifiés, des mots impitoyables, mais on a peu parlé d'un humour lucide qui s'exerçait parfois à ses propres dépens, comme le mot spontané que je viens de citer. La sagesse et la confiance m'inspirèrent de me fier pour me former d'elle des aspects partiels et des opinions successives à sa propre critique, à son jugement personnel. Lorsqu'elle proclamait « Je suis un grand poète », je ne craignais pas qu'elle se trompât.
car je discernais dans son accent le feu et l'humilité, des vocations et l'obéissance aux dieux. Elle disait aussi, je suis un grand comique et malheureusement personne ne le sait. Ce mot-là venait après des soirées où l'intimité nocturne, l'ivresse qui lui venait avec la nuit et la parole, son plaisir d'être le centre d'un cercle restreint nous avait transportés de gaieté. Plus connues sont deux paroles qu'elle laissa comme deux fleurs étincelants sur sa mémoire. Je suis féroce, mais sans l'ombre de méchanceté, dit-elle. Et enfin, celui-ci, j'aurais été inutile, mais irremplaçable. Irremplaçable, impérissable, telle je la vois, messieurs, parmi nous, jouant avec le brin de laurier que vous lui avez donné. Elle vous aimait, elle aimait la ferveur sans apparat qu'il accueillit ici. C'est pourquoi j'ai voulu partager avec vous seulement, ce qui me demeure d'elle. Voilà les quelques phrases que je voulais vous faire entendre. J'ai oublié de vous signaler que vous pouviez suivre le texte sur la photocopie qui vous est distribuée, mais vous l'avez deviné, j'imagine. Voilà, si vous le voulez bien, je vais donner la parole à Bénédicte Vergès, qui a bien voulu accepter de venir nous parler. Bénédicte est l'auteur d'un livre important, Colette en guerre, 1939-1945. Vous n'ignorez pas, vous devinez que la question est sensible. Et le grand mérite de ce livre est de nuancer les réponses que l'on peut faire. Je crois, Bénédicte, que vous allez d'une certaine manière prolonger les réflexions sur ce sujet et je vous donne la parole avec grand plaisir. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur Guyot. Bonjour à tous. Alors, je suis aussi heureuse d'être là que Colette l'avait été, puisqu'elle appréciait beaucoup d'avoir été élue à l'Académie royale de Belgique. En effet, et c'est un peu paradoxal eu égard à sa réputation, mais elle aimait bien les reconnaissances officielles et, je dirais, une certaine respectabilité aussi. Et je vais rebondir, avant de parler de Colette et des guerres, sur ce que M. Guyot nous a raconté, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, un académicien français a tenté de faire élire Colette à l'Académie française. Il s'agit de Claude Farrer. Son nom est très oublié maintenant, mais c'était vraiment un romancier de best-seller entre les deux guerres, un ancien officier de marine qui avait été amoureux de Colette, je dirais au tout début, enfin vraiment au tournant du 19e et du 20e siècle, et qui la considérait à juste titre comme le plus grand écrivain vivant de cette période. Et donc il entreprenait régulièrement ses confrères, il tentait de monter des petites cabales, puisque c'est ça qui est nécessaire pour obtenir des élections académiques, et il a toujours échoué. Il a d'autant plus échoué que la guerre avait imposé un moratoire sur les élections à l'Académie française, et ensuite l'Académie Goncourt, comme l'a dit André Guyot, s'est saisi de Colette en 1945 pour redorer son blason qui en avait bien besoin. Alors, pourquoi ai-je choisi de parler de Colette et des guerres alors que, a priori, ça nous emmène assez loin de l'image que nous avons spontanément d'elle, c'est-à-dire une image qui nous renvoie davantage à la confidence, au jardin, au plaisir, à l'amour, aux bêtes. Eh bien d'abord, pour rappeler la place, hélas inexorable, des guerres dans la vie des Européens au XIXe et au XXe siècle, et par conséquent dans l'œuvre des écrivains européens. La guerre est une chose naturelle, inévitable comme le rassemblement des nuées et le coup de tonnerre, écrit ainsi Colette en septembre 1914 à son amie la comédienne Musidora.
elle peut écrire 2 ans plus tard une phrase telle que « Le canon contre-aéroplane crache furieusement vers un Taube » et être parfaitement comprise de ses lecteurs contemporains, de nous beaucoup moins heureusement, même si ce canon est de la DCA et un Taube a un modèle d'avion militaire autrichien. Dans le cas de Colette, même les guerres antérieures à sa naissance, en 1873, même ces guerres-là comptent. Celle du Second Empire, où son père, le capitaine Jules Colette, a perdu une jambe, ou bien la guerre franco-prussienne de 1870-71, durant laquelle sa Bourgogne natale fut envahie. Dans ces textes, les guerres répondent ainsi aux guerres. La barbarie prussienne annonce les atrocités allemandes de la Grande Guerre, dans un article qu'elle intitule précisément « Les mêmes » et qui se termine ainsi. La date, 1915 ? Non. 1871, on pouvait s'y tromper. De même, dans une chronique de l'été 1940, elle fait parler Sido, sa mère, racontant en des termes à la fois fatalistes et crânes l'invasion de 1870, ce qui était une manière détournée et transparente de parler de l'occupation qui commençait en France. Croire que la guerre ressemble toujours à la guerre, quelle qu'elle soit, c'est aussi une façon de se rassurer, car si on est sorti de l'une, eh bien on sortira de l'autre. C'est ainsi qu'en septembre 1939, Colette chroniqueuse ne cesse de se référer à l'expérience de 1914. Mais déjà, pendant la Grande Guerre, elle a utilisé à plusieurs reprises une même anecdote selon laquelle un ami grec, alors fort de son expérience récente des guerres balkaniques, lui aurait prédit dès les premiers jours à quel point on s'habitue vite à la guerre. D'autre part, en abordant ce sujet, je voulais vous inviter à remettre en question l'idée entretenue par Colette elle-même qu'elle était indifférente à l'actualité, qu'elle était indifférente à l'histoire, et qu'elle était, selon ses propres mots, indigne de la politique qui lui faisait peur. Ce n'est pas l'affaire d'une femme de raisonner sur la guerre, écrit-elle en 1941 dans son court roman Judith Carnéan, dont l'intrigue se déroule en effet au printemps 1939. Enfin, je voulais mettre en avant la part considérable de son œuvre, qui ne relève pas de la fiction, mais où le plaisir de lecture est aussi grand. Je pense à ses recueils d'articles, à ses correspondances et à ses livres indéfinissables où se mêlent récits, réflexions et souvenirs, comme l'Étoile Vespère ou le Fanal bleu, pour la période qui nous occupe. C'est en premier lieu la journaliste en Colette qui écrit pendant la guerre et à propos de la guerre. Il faut rappeler qu'à partir des années 1910, elle a acquis une très belle reconnaissance professionnelle dans la presse à fort tirage, en y publiant d'abord des manières de contes, et puis des chroniques, des choses vues, comme on disait alors, et enfin des reportages. Certains de ces textes, je l'ai évoqué, sont réunis dans des recueils. Pour la Première Guerre mondiale, il y a La Chambre éclairée et surtout Les heures longues, un titre qui, à mon avis, reflète très bien la conception que Colette avait de son vécu de guerre. En 1914, elle ne signait pas toujours ses articles et ils étaient simplement intitulés « Propos d'une Parisienne », un choix auquel fera écho le titre « Paris de ma fenêtre » qu'elle donne au recueil de ses articles de 1940 et 1941. Car Colette, après avoir rejoint son deuxième mari, Henri de Jouvenel, près de Verdun en 1914, puis après l'avoir suivi en Italie de 1915 à 1916,
1917, est convaincue qu'on ne peut pas passer les guerres ailleurs qu'à Paris. Ceci par courage et par nécessité de s'agripper à sa vie ordinaire. Elle se compte donc parmi les prisonnières bénévoles de la capitale. Cette conviction motive son refus exaspéré de l'exode en 1940 et sa présence entêtée dans son cher appartement du Palais Royal de 1940 à 1944, confinée et occupée à la fois, comme elle l'écrit plaisamment, mais d'une façon qui dorénavant résonne pour nous. Elle déclare ainsi à un journal américain en 1944 que personne ne me plaigne d'avoir vécu 4 ans entre ces murs, sans en distraire un jour, une nuit, une heure, j'ai choisi ma vie de guerre. On comprendra qu'il s'agit aussi de rester à Paris par patriotisme. Durant la Grande Guerre, elle affiche un devoir d'optimisme. Elle traduit en menaçant d'amende les pessimistes et les porteurs de fausses alarmes. On voit tout aussi bien en 1939 et 1940 la fille du capitaine Colette prôner le sang-froid et la discipline, défendre une guerre juste auprès des auditeurs américains de Radio Mondiale, à une époque où les États-Unis sont encore neutres, et vanter aussi pour leur profit la sauvegarde de l'art de vivre à la française. Elle est même tentée de rompre quelques lances avec le docteur Goebbels, le ministre de la propagande du Reich, qui n'utilise pourtant pas du tout les mêmes ressources de charme et de littérature que Colette. Ce patriotisme aux couleurs de la cocarde influence ses réactions à l'égard de l'allié belge. C'est une tendre admiration pour le roi soldat et ses sujets qu'elle exprime en 1914. Il ne s'agit pas d'un béguin éphémère. Le petit royaume écrasé s'oublie lui-même et crie à la France de dessous le tombereau qui lui broie les reins. « Ça va ? Non, non, je n'ai pas trop mal, au contraire. » Mais sa condamnation de la capitulation de mai 1940 est sévère au point qu'elle sera coupée par la censure française, et j'ajoute, mais pas par la censure allemande, d'où le fait que je puisse vous lire cet extrait. Qui sait ce qu'éprouve une Allemande convaincue de trahison, un chef qui vient de livrer son armée, un monarque déposé qui écoute le son imaginaire de sa couronne roulant sur sa tranche comme un cercle de futailles. Ce roi, par exemple, ce grand jeune homme embarrassé de son corps blond et gauche, connaîtrons-nous jamais ce qu'il ressentit alors que, conventionnellement immobile, prostré en apparence, il était transporté par un vent furieux, par le paroxysme de la reddition. Son patriotisme, enfin, déclenche un engagement. En 1914, elle devient ainsi veilleuse de nuit dans un lycée parisien transformé en hôpital militaire. C'est une tâche harassante et éprouvante qu'elle ne prolonge pas, mais cette expérience donne lieu à des pages magnifiques sur la souffrance et la patience des blessés au long des nuits sans sommeil. Ces articles sont reproduits dans les heures longues. C'est le Témoin qui écrit ici « Chose vue, ai-je dit tout à l'heure en reprenant une expression de l'époque, mais plutôt chose ressentie et partagée, qui permettent à Colette, sans se transformer en sondeur ni en sociologue, de restituer les réactions collectives face aux événements, ainsi que l'état d'esprit et les pensées avouées ou non, car je crois que c'est le propre de l'artiste d'être traversé, d'être irrigué par son temps, sans avoir besoin de se faire le commentateur de l'actualité. Ce que Colette vit, voit et raconte la dépasse. Quand en 1940 ou 1941, elle s'attarde dans ses articles sur les pénuries, la faim, le froid, les heures noires qui sont un synonyme évident de l'heure allemande,
et sur l'anxiété omniprésente. Elle amuse, elle émeut, elle fait mouche et surtout, elle parle pour ceux qui ne parlent pas. En effet, elle partage le quotidien difficile et les inquiétudes de millions de ses concitoyens, le talent pour le dire en plus. Le talent et l'habileté aussi, qui la fait parler de manière poignante des animaux domestiques délaissés et affamés, pour mieux parler de leurs maîtres qui le sont tout autant. Colette est un porte-parole donc, mais pas seulement. Elle choisit des causes qui ne sont pas toujours les plus aisées, mais qui sont toujours les causes les plus vulnérables. Ainsi, elle choisit la cause des enfants malades et affaiblis de la Grande Guerre, de ceux qui vivent près de la zone des combats. Elle choisit la cause des enfants juifs traqués de l'occupation, pour lesquels elle donne de l'argent et fournit des contacts à sa voisine du Palais Royal, Suzanne Spaak, une grande bourgeoise belge qui paiera de sa vie l'organisation de filières pour cacher ces innocents promis à la mort. Elle choisit la cause des femmes, ensuite, des femmes que la guerre, que toutes les guerres, laissent seules, parfois sans ressources ni espoir. Elle choisit la cause des femmes violées, qui portent l'enfant de l'ennemi, pour lesquelles elle réclame certes un soutien matériel, mais surtout qu'elles soient traitées comme des adultes. Des femmes dont elles se moquent pourtant, dans leur enthousiasme maladroit à se rendre utile, à suppléer les hommes absents, au champ, à l'usine, derrière un volant par exemple. Elle écrit ainsi au printemps 1940. Impatiente d'agir, la Française, et nommément la Française de Paris, a fait en 8 mois et demi de guerre ce qui s'appelle le bon argot de France, toutes les gaffes que l'état de guerre lui offrait. Elle voulait, disait-elle, faire n'importe quoi, et elle l'a fait, avec un beau mépris de toute opportunité, et d'ailleurs un désintéressement absolu. Mais ces piques ne sont rien, eu égard à l'éloge continu qu'elle fait de la force, de l'endurance, du courage des femmes dans la guerre, de leur résistance au sens premier du mot. En effet, la résistance, nous le savons, va prendre un sens nouveau et s'orner d'une majuscule entre 1940 et 1944. Or, au sortir de l'occupation, Colette a la rare particularité, la très rare particularité, d'être à la fois encensée par la presse anglo-saxonne, au point d'être une des invitées vedettes de l'ambassade britannique à Paris, qui est The Place to Be en 44-45, mais elle est aussi encensée par les communistes, Aragon en tête, qui est un admirateur éperdu de son œuvre romanesque. Elle est donc sollicitée par tous les bords pour contribuer à divers ouvrages collectifs consacrés précisément à la résistance. De quelle résistance, de quelle guerre parlerai-je, sinon de celle que j'ai vue, écrite alors cette dame de 71 ans. Pas de gloriole, pas de récupération bien sûr, mais la défense et l'illustration de sa conviction qu'il suffit de persévérer dans son être pour sortir intact des compromissions et retrouver sa liberté. C'est d'ailleurs, je crois, la leçon de toute sa vie. Paris a tout refusé, écrit-elle dans un hommage à la résistance. Flattons d'une main heureuse ses plaies encore ouvertes et ses colonnes renversées, ses paysages effondrés. Blessure à part, il sort de là intact. Admettons que résister consiste donc parfois à faire comme si l'effet d'être passé par la guerre permettait de mieux affronter la suivante, comme si la guerre pouvait être ignorée par moments, comme si les Allemands n'étaient pas partout et qu'on quitte le quadrilatère préservé du Palais Royal. Est-il préservé d'ailleurs lorsque la Gestapo perquisitionne chez Suzanne Spaak
au-dessus de la tête de Colette. Faire comme si son deuxième mari, Henri de Jouvenel, n'aurait pas pu être tué au front en 1914. Faire comme si son troisième mari, Maurice Goudequette, juif et naturalisé français, ne pouvait pas être arrêté, ce qui advint en décembre 1941, ou réarrêté après qu'elle l'avait arraché au camp allemand de Compiègne. C'est une guerre de civils que transcrit Colette, une guerre de l'arrière, même si elle a séjourné, je l'ai mentionné tout à l'heure, à plusieurs reprises à 10 km de Verdun. Colette, correspondant de guerre, n'existe pas, comment pourrait-il en être autrement? Et pourtant, Colette, qui est une femme et qui a 53 ans en 1926, écrit alors La fin de Chéri, qui est le premier roman sur l'impossible réadaptation des anciens combattants à la société issue de la guerre. Et si elle l'écrit si bien, mais aussi si pertinemment, c'est parce qu'elle a compris ce que la guerre a changé pour les femmes en envoyant les hommes loin de leur foyer. La guerre a changé les femmes et la guerre a changé les hommes, mais de par des expériences fondamentalement différentes. Au moment où il sera question d'élever Colette à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur, un membre militaire du Conseil de l'Ordre s'indignera. Ces aventures de gigolo et de proxénète intéressent seulement une clientèle spéciale. À l'évidence, ce général n'a pas lu Colette. Colette n'écrit pas sur la guerre dans ses œuvres de fiction, mais la guerre est là. Comment pourrait-il en être autrement dans l'Europe de la première moitié du XXe siècle, à moins d'écrire sur des mondes imaginaires? Donc, Julie de Carmeillan, dans le roman du même nom, se prépare bel et bien à mettre ses chevaux à l'abri des réquisitions avant le conflit qui s'annonce. Et l'esprit viendrait-il à Mitsou s'il n'y avait pas la guerre et si le lieutenant-bleu n'était qu'un dandy? Or, dans la Première comme dans la Deuxième Guerre mondiale, Colette milite, alors qu'elle n'est certes pas une militante, pour maintenir le spectacle vivant. Le théâtre, le music-hall, le ballet, qui peuvent paraître si futiles. Le théâtre, c'est vital, je dirais même plus que vital en temps de guerre, répond-elle à un journaliste avant de filer la métaphore. Luxe ou beauté, moment sans durée, mais qui désaltère. Ce qui ne l'empêche pas de garder l'œil aguerri de la professionnelle des planches et du critique théâtral dans un article fort drôle où elle dépeint les déboires d'un spectacle patriotique. Le sentiment patriotique, conclut-elle, n'est pas une excuse à de la musique exécrable et à l'hiver encore pire. Cet article est vraiment très amusant, je ne pouvais pas vous le lire, mais vous le trouvez sur le site de la BNF Gallica, dans le journal Le Matin, au 9 mars 1915, et je vous assure que voilà, vous allez avoir les coins de la bouche qui vont frétiller en le lisant. Colette constate et même prédit en temps de guerre l'engouement pour la lecture, qui est une ressource suprême d'évasion et de distraction et qui est sans doute l'ultime refuge contre l'angoisse et le chagrin. J'ai rassemblé des bêtes dans ce livre, avertit-elle en préambule de La pêche et les bêtes, paru en 1916, comme dans un enclos où je veux qu'il n'y ait pas la guerre. Vieille écrivain, dit-elle, elle fait la seule chose qu'elle sait faire, écrire. Au bout d'une longue route que nous avons faite, je n'ai pas prévu que j'allais si loin pour buter contre une table à écrire. Écrire donc, pour gagner sa vie bien sûr, comme elle l'a fait toute sa vie, et surtout, d'autant plus que la législation antisémite a privé son mari de son emploi. Mais écrire au plus noir de l'angoisse en 1942, quand les Allemands semblent partout invincibles et que la guerre est devenue mondiale, quand Maurice Goudequette se cache au loin pour échapper à l'étoile jaune,
quand les bombardements aériens commencent à devenir une habitude, quand on ne sait pas si on durera assez pour voir la fin de la guerre et retrouver ce qu'on aime. Écrire, oui, mais écrire Gigi, l'histoire joyeusement amorale d'une jeune fille amoureuse dans le Paris enchanté de la belle époque qui n'a jamais été si belle. Parce qu'il faut toujours à l'être humain un peu de superflu pour vivre, c'est-à-dire de l'émotion, de l'étonnement, du rire, de l'indignation, de la mélancolie. Je conclus en disant, lisez, lisons Colette. Je vous remercie. Merci, chère madame, pour ce magnifique exposé. Je vous propose qu'il y ait un débat après le second exposé. Donc, maintenant, nous entrions en contact avec Antoine, compagnon, qui va apparaître sur écran normalement, pour que je puisse lui donner la parole en le voyant. Vous me voyez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Je peux commencer? Oui, tu peux y aller, Antoine. Écoutez, bonjour, et je suis désolé de ne pas être parmi vous. Depuis 3 ans, je n'avais pas encore été touché par ce virus, et je pensais que cela ne pouvait plus arriver. Mais depuis hier, je suis donc malade, et je suis resté chez moi. Alors je le regrette d'autant plus que j'ai toujours beaucoup de plaisir à revenir dans ma ville natale, et en particulier pour parler de Colette, dont nous célébrons le 150e anniversaire de la naissance. Alors je voudrais me demander avec vous comment Colette est devenue écrivain. Elle dit « Je suis devenu écrivain sans m'en apercevoir ». Dans le discours qu'elle a tenu devant votre académie en 1936, justement. Colette est un grand écrivain, mais elle a toujours prétendu qu'elle n'avait jamais eu la vocation, que ce n'était pas ce qu'elle voulait faire. Bien d'évoquer cette promotion à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur au moment de ses 80 ans, en 1953. Jean Cocteau disait dans son journal, lorsque cet événement s'annonçait, vite Colette, scandale sur scandale, puis tout bascule et elle passe au rang d'idole. Elle achève son existence de pantomime, d'institut de beauté, de vieille lesbienne, dans une apothéose de respectabilité. Et on vient d'évoquer les protestations d'un certain nombre de généraux devant la promotion qui s'annonçait. Un an plus tard, à la mort de Colette, elle reçoit des funérailles nationales, comme Victor Hugo, comme Maurice Barrès, ou comme Paul Valéry, et elle reste la seule femme écrivain qui a été honorée de cette manière. C'est un étrange parcours que celui de cette jeune fille de la province de Saint-Sauveur-en-Puisée, qui était arrivée à Paris en 1893, à l'âge de 20 ans, après un mariage absurde avec Henri Gauthier-Villard, dit Villy, qui avait 15 ans de plus qu'elle et qui avait une réputation de vie parisienne très libre. Et c'est donc un dénouement, je disais, d'autant plus paradoxal que Colette a passé toute sa vie à prétendre qu'elle n'était pas un écrivain, qu'elle n'aimait pas la littérature,
qu'elle écrivait avec difficulté et que si elle le faisait, c'était tout simplement pour gagner sa vie, certainement pas par vocation, et qu'elle aurait aussi bien fait autre chose, ce qu'elle fit d'ailleurs, puisqu'elle pratiquait divers métiers au cours de son existence. Georges Simenon, qui est alors un tout jeune homme, rapporte le conseil qu'elle lui a donné en 1923 quand elle l'a recruté au Matin de Paris. Il a été rappelé qu'elle avait eu cette grande carrière de journaliste et qu'au lendemain de la guerre, elle était devenue la directrice littéraire du Matin. « J'ai lu votre dernier conte, dit-elle à Simenon. C'est presque ça, mais ce n'est pas ça. Vous êtes trop littéraire. Il ne faut pas faire de littérature. Pas de littérature, supprimez toute la littérature et ça ira. » Simenon ajoute, c'est le conseil qui m'a le plus servi de ma vie. Ainsi, pour Colette, le mot littérature est toujours péjoratif. Elle n'a jamais voulu être écrivain, ou alors elle n'a jamais voulu le reconnaître. Elle a toujours affecté, peut-être était-ce une pause, de n'être pas un écrivain. Certains disent que c'était parce que son père, le capitaine Colette, avait été un écrivain raté, dont les enfants découvrirent après sa mort tout un rayonnage de cahiers vierges, reliés, avec des titres et des dédicaces à sa femme, Sido. Colette raconte cette anecdote dans Sido en 1930, et l'impuissance de son père l'aurait poursuivi toute sa vie, puisque, comme une voyante le lui avait révélé, alors qu'elle était déjà adulte, elle réalisait en écrivant ce que son père avait désiré en vain. Cela dit, il n'y a aucun témoin vivant de cette anecdote au moment où Colette la raconte. Sido est morte, son frère aîné est mort, qui avait retrouvé les cahiers, et nous ne disposons pas de ces cahiers vierges. Je crois aussi que si Colette résiste tellement à afficher cette vocation d'écrivain, ce désir d'être écrivain, c'est parce que c'est une ambition d'homme et que Colette refuse ce rôle, même si elle n'a pas rechigné à occuper des positions de pouvoir, comme je le rappelais. Eh bien, malgré ce déni, elle appartient à la petite pléiade des écrivains qui ont occupé le premier XXe siècle de la littérature française, ce que j'appelle nos classiques modernes. C'est un tout petit groupe d'écrivains nés en quelques années autour de 1870, qui se comptent presque sur les doigts d'une main. Claudel, Gilles, Proust, Valérie, Peggy et Colette qui est la seule femme. C'est un extraordinaire groupe et c'est celui qui a occupé les années 20. Colette est à ce moment-là, avec Proust, la plus populaire. Elle est aussi la plus moderne et j'ai dit, elle est évidemment la seule femme. Dans mes apprentissages qu'elle publie en 1936, après la mort de Willy, elle raconte comment elle s'est mise à écrire. Et elle insiste beaucoup sur le fait qu'elle ne l'a pas fait de son propre chef, mais sur commande, dans l'atelier de Willy, un an ou deux après leur mariage, après que les infidélités de son mari l'avaient plongé dans une profonde dépression et qu'ils étaient retournés à son village natal pour assister à la distribution des prix. Il lui suggéra alors, pour se changer les idées, de, dit-elle, jeter sur le papier des souvenirs de l'école primaire. Il aurait ajouté, n'ayez pas peur des détails piquants, je pourrais peut-être en tirer quelque chose. Elle se procura donc des cahiers d'écoliers, comme elle les avait aimés dans son enfance, et Colette avait si elle n'était pas écrivain, elle avait tout de même cette manie de la papeterie, des fournitures d'écriture, comme
son père accumulait les instruments d'écriture, mais pour peu écrire. Colette raconte qu'elle mangeait des gommes dans son enfance. Et elle remplit des centaines de pages de sa grande écriture, ronde et appliquée. « Je m'étais trompé, ça ne peut servir à rien », se serait écrié Willy à la lecture, avant de retrouver les cahiers dans un tiroir quelques années plus tard. Il ouvrit un cahier, le feuilleta, c'est gentil. Il ouvrit un second cahier, ne dit plus rien. Un troisième, un quatrième. Nom de Dieu, grommela-t-il, je ne suis qu'un con. Il rafla en désordre les cahiers, sauta sur son chapeau à bord plat, courut chez un éditeur, et voilà comment je suis devenu écrivain. Vous voyez qu'on est en 1936 et Colette insiste sur le fait que cet accès à la littérature est venu sur commande et par hasard. Bon, elle s'est remise au travail puisque Willy voulait qu'elle ajoute un peu de ses amitiés tendres entre jeunes filles dans son roman. Et après Claudine à l'école, grand succès de librairie, toujours sous les ordres de Willy, elle écrit Claudine à Paris, Claudine emménage, et puis encore Claudine s'en va. Plus tard, elle dira regretter ses premiers livres, c'est Claudine. Dans mes apprentissages, elle en dit « Je ne trouvais pas mon premier livre très bon, ni les trois suivants. Avec le temps, je n'ai guère changé d'avis, et je juge assez sévèrement toutes les Claudines. Elles font l'enfant et la follette sans discrétion. Mais elle exigea tout de même que son nom apparaisse sur la couverture. Bon, ils étaient d'abord signés Willy, puis après leur divorce, Willy et Colette Willy. Et lorsque Maurice Boutquet publia avec elle ses œuvres complètes après la Seconde Guerre mondiale, elle n'écarta point, c'est Claudine. Dans mes apprentissages, elle signale que dans le milieu littéraire parisien, on ne fut pas dupe. Et dit-elle, c'est Catulle Mendès qui, le premier, l'a reconnu comme un écrivain. C'est vous, n'est-ce pas, l'auteur des Claudines, aurait-il dit. Mais non, je ne vous pose pas de questions, n'exagérez pas. Je ne sais pas, moi, dans 20 ans, 30 ans, cela se saura. Et il lui prophétise qu'elle a créé un type, qu'elle est entrée dans la littérature avec cette Claudine qui a échappé à ses créateurs. Colette, qu'elle l'ait voulu ou non, et je l'ai dit, elle le refusa quasi jusqu'à sa mort, était désormais un écrivain, et même s'il lui fallut des années pour quitter l'atelier, se séparer de Willy, et inscrire son seul nom, Colette, c'est-à-dire le nom de son père, le capitaine Colette, sur la couverture du Blé en herbe en 1923. Ce long affranchissement ou apprentissage passa par une série de textes courts, les dialogues de Bête, les vrilles de la vigne, qu'elle signa Colette Willy, et elle découvrit que son format de prédilection était le texte court, et il le restera. L'article de presse, la chronique, la nouvelle, les brefs chapitres de ses romans, qu'elle peine toujours à terminer. Il y a une difficulté à finir le livre chez Colette. Le résultat, c'est que dès avant la Première Guerre mondiale, elle est distinguée comme une plume nouvelle, sauf par elle-même. Comme elle le dira dans son discours de réception à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, je suis devenu un écrivain sans m'en apercevoir et sans que personne s'en doutât, sorti du nombre anonyme, auteur de plusieurs livres dont quelques-uns étaient signés à mon nom. Je m'étonnais encore que l'on m'appelât écrivain et qu'un éditeur et un public me traitassent en écrivain, et j'attribuais ces coïncidences renouvelées à un hasard complaisant, hasard qui, de palier en palier, de prodige en prodige, m'a amené jusqu'ici. Vous voyez combien elle insiste sur ces coïncidences, ces hasards, ces étonnements. Tandis que, ayant quitté Willy, elle vit auprès de la marquise de Morny, dite Missy,
s'initie à la pantomime, se lance dans une carrière de danseuse, se produit dans des tournées un peu partout. On a l'impression qu'elle voudrait échapper à ce destin d'écrivain, cette malédiction, ou ce métier que lui a inculqué Willy. Mais la danse et le théâtre la reconduisent à l'écriture, à la fois au journalisme, avec les articles qui sont recueillis dans l'envers du music hall, et au roman avec La Vagabonde, qui inscrit une intrigue sentimentale dans une sorte de reportage sur le milieu du théâtre et du music hall. Et le livre obtint 2 voix au prix Goncourt, ce qui montre que Colette était bien reconnue, et aussi que le passage sur les planches a eu aussi, en tout cas pour effet, sinon pour but, de renouveler les thèmes de sa littérature. Durant cette période de transition, le premier champion de Colette a été sa mère, Sido, le personnage de toute ma vie, dira-t-elle en 1941. Sido devint en tout cas le personnage principal de son œuvre dans La Maison de Claudine, souvenir de son enfance à Saint-Sauveur, puis dans Sido, portrait de la mère, du père, des frères et sœurs, ou encore dans La naissance du jour. Sido, mais tous ces livres ont été écrits après la mort de Sido. Sido avait toujours cru au talent d'écrivain de sa fille. Elle suivait ses publications, la harcelait pour qu'elle écrive davantage. « Écris, mon cher toutou blanc, ta voix est là », lui disait-elle. Cette mère qui était insupportable, mais qui adorait sa fille cadette, fut certainement à l'origine de cette certitude sur laquelle Colette s'appuya pour faire sa vie à sa guise, pour se lancer dans l'écriture, puis sur les planches, dans le journalisme, plus tard le cinéma, la publicité, les produits de beauté, avec audace, soutenue par un invincible narcissisme. Cette dette à l'égard de sa mère était immense. Et c'est ainsi qu'elle en fit un mythe dans son œuvre. Mais la vénération de Sido ne réfrénait pas sa liberté de jugement. Elle poussait sa fille à écrire sans se faire d'illusions sur ses dons de danseuse et de comédienne. « Tu n'as pas ce qu'il faut pour réussir sur une scène », lui écrivait-elle. « Toi, actrice, je ne peux pas m'y habituer. » Colette était à ses yeux un écrivain et rien d'autre. Quel dommage, quand on a un talent d'écrivain comme le tien, d'aller danser au théâtre. Bon, elle n'a donc jamais cru à Colette comédienne et danseuse, non plus qu'à Colette journaliste. Elle considérait... Sido était la sœur de 2 excellents journalistes belges, puisqu'elle avait grandi auprès d'eux en Belgique, et elle était, Sido, une lectrice maniaque de la presse et de la littérature, et elle considérait qu'un grand écrivain, ce n'était pas un journaliste, c'était quelqu'un qui produisait de gros livres. Par exemple, ayant lu au fur et à mesure de leur publication dans les revues les proses d'Evry de la Vigne, quand elle reçoit le livre, elle écrit à sa fille son regret de ne trouver que des textes courts qu'elle a déjà lus. Et elle lui dit: tu n'as vraiment pas assez de temps à consacrer à une œuvre de longue haleine, et c'est bien regrettable, et je ne désespère pas pourvu que tu ne te laisses pas trop accaparer par le théâtre. Pour Sido, le journalisme, c'est la mort du romancier. Et elle le lui répète sur tous les tons jusqu'à sa mort. Ménage ton talent, mon chéri, il en vaut la peine. Sido meurt en septembre 1912. Non seulement elle donna bientôt naissance à ce mythe maternel qui a pris le relais de Claudine dans l'œuvre de sa fille, mais le génie de Colette put alors se déployer librement. Il faut vraiment attendre la mort du père ou de la mère pour que l'écrivain
se déploie pour que Colette soit libérée de cette tutelle à laquelle elle avait cru échapper en se mariant avec Willy. Aussitôt sa mère morte, l'autre événement, c'est que Colette commença par faire un enfant avec Henri de Jouvenel, son nouvel amant rencontré au matin, et sa mère l'avait jugé également incapable de ce genre de production. Après les deux grands recueils de journalisme de Colette qui viennent d'être évoqués dans la foule, sur les reportages précédant la Première Guerre mondiale et les heures longues, les chroniques de guerre, l'entre-deux-guerres fut vraiment la période merveilleuse de la créativité de Colette, apparemment toute puissante, présente sur tous les fronts, la librairie, la presse, le théâtre, elle a tenu des chroniques de théâtre pendant tout l'entre-deux-guerres, le cinéma, et elle donne dans ces années 20 une suite ininterrompue de chefs-d'œuvre qui sont de plus en plus reconnus par tous, sinon par elle-même. Mitsou a suscité l'admiration de Proust, puis coup sur coup se sont chéris Le blé en herbe, La fin de Chéri, sans doute ces trois romans les plus accomplis, ainsi que La maison de Claudine et Sido du côté des souvenirs. Chéri, c'est un peu, en 1920, son volupté, son Lys dans la vallée, son éducation sentimentale, consacrée à ce grand thème littéraire de l'initiation d'un jeune homme par une femme plus âgée. Et même Gilles cède devant Sido, devant Chéri, et lui écrit « Moi, ce que j'aime surtout dans votre livre, c'est son dépouillement, son dévêtissement, sa nudité. » Il ajoute cependant « Déjà, je voudrais le relire, et j'ai peur, si j'allais le trouver moins bien, vite en voyant cette lettre avant de la jeter au tiroir. » Cette chute a quelque chose de condescendant, comme s'il craignait d'être victime de la séduction de Colette. Un préjugé moderne voudrait en effet que la qualité littéraire soit inversement proportionnelle au tirage des livres. Or, Colette représente bien le rare cas d'un écrivain moderne et novateur qui se vendait bien, d'où les réticences parmi un certain nombre d'écrivains comme Gilles. L'ouverture de Chéri, puisque c'est cela qui a séduit Gilles, c'est un modèle de style moderne, et c'est une page qui n'a pas pris une ride aujourd'hui. Elle a été reconnue par beaucoup, et notamment par Benjamin Crémieux, qui, rendant compte de Chéri, disait que Colette était l'écrivain qui a introduit dans notre littérature la prose féminine qui lui manquait. Avant elle, dit-il, les femmes écrivaient masculinement, mais Colette, en véritable créatrice de la prose féminine française, a donné le premier exemple typique de cette prose fluide, spontanée, sensuelle, coquette, ardente, abandonnée, auprès de laquelle les proses d'hommes les plus musicales et les plus directes semblent artificielles et cérébrales. Elle a ouvert au style des possibilités inconnues avant elle. Or, je ne sais pas ce que vaut cette distinction entre une écriture masculine cérébrale et une prose féminine sensuelle, sans doute pas grand-chose, mais l'on n'a pas fini d'en voir. Il reste flagrant que le style de Colette, dès Claudine à l'école, fût féminin ou non, était un modèle de modernité. Il y a trois parures qui me vont très mal, disait Colette. Les chapeaux empanachés, les idées générales
et les boucles d'oreilles. Je crois que c'était encore une façon de désigner sa place comme n'étant ni celle des hommes, ni celle des femmes. Point d'idée générale, voilà une façon de récuser la posture de l'écrivain mâle, du clerc qui parle de ce qu'il ne sait pas et surtout de ce qu'il ne sent pas, et les chapeaux empanachés et les boucles d'oreilles comme les instruments féminins. Et aucun livre n'illustre mieux cette volonté de se situer ni homme ni femme dans le livre qui est peut-être le plus ambitieux de Colette, où elle aborde ce sujet compliqué et osé, le pur et l'impur, d'abord publié sous le titre « Ses plaisirs » en 1932, et puis réédité sous le titre « Le pur et l'impur » en 1941, en pleine occupation, un livre qui est tout le contraire de la morale de Vichy. Je dis c'est le livre le plus spéculatif de Colette, c'est un essai, ce n'est pas un récit, et il explore toutes sortes d'amours transgressives, donjuganisme, homosexualité masculine et féminine, travestissement, trouble dans le genre, comme on dirait aujourd'hui. Colette avait été initiée au secret de Sodome à son arrivée à Paris par les jeunes camarades de l'atelier de Willy, et elle évoque le plaisir qu'elle trouvait à la compagnie de ses amis mauvais genre. Elle dit mauvais genre, comme Proust. Exceptionnellement pour l'époque, Claudine à Paris met en scène de manière très précoce un personnage homosexuel, Marcel, le fils du mari de Claudine, Renaud. Et quand Proust publia Sodome et Gomorrhe 1 en 1921, elle s'avoua vaincue, du moins en ce qui concernait Sodome. Personne au monde, écrit-elle, n'a donné des pages comme celle-là sur l'inverti. Personne qui oserait toucher après vous à l'éveil lépidoptérien, végétal, ornithologique d'un Jupien à l'approche d'un Charlus. Mais Proust, ajoute-t-elle, non pas dans la lettre à Proust, n'avait rien compris à Gomorrhe, parce que Gomorrhe n'a rien à voir avec Sodome, n'est pas le double de Sodome, et qu'il n'y a pas, dit-elle, de Gomorrhe en face de Sodome. Ce Gomorrhe, elle l'avait connu aussi auprès de quelques grandes égéries au tournant des siècles, notamment Lucienne de la rue Margrus, avec qui elle avait eu une liaison. Et c'est certainement à propos de la fluidité des genres que Colette se montre la plus intrépide. Et elle l'avait aussi vécu auprès de Missy, qui s'habillait en homme, portait des cheveux courts et un chapeau melon, fumait du cigare, pratiquait la boxe et l'escrime, conduisait son automobile. Colette elle-même s'interrogea longtemps sur le genre qui était le sien. Et si j'aborde cette question devant vous, c'est parce que c'est tout à fait lié à son statut d'écrivain, masculin ou féminin, ou encore androgyne ou hermaphrodite. Enfant, dit-elle, dans les vrilles de la vigne, dès les vrilles de la vigne, elle se sentait une âme extraordinaire d'homme intelligent, de femme amoureuse. Toujours cette opposition du cérébral et du sensuel. Dans Le pur et l'impur, son ami Damien, à qui elle suggère un jour qu'ils pourraient faire un voyage ensemble, telle une paire de compagnons, lui répond qu'il n'aime voyager qu'avec des femmes. Et comme elle fait mine de ne pas comprendre, il enfonce le clou. Une femme, vous voudriez bien. Colette, dit-elle, fut blessée par ce mot parce que, à ce moment-là, à cette époque en tout cas, elle aurait secrètement bien voulu être une femme, rien qu'une femme, ayant un brave corps, bien femelle, à jeter aux pieds d'un homme. Or, cet ami Damien l'a renvoyé, dit-elle, à son véridique hermaphrodisme mental. Damien la savait virile en
quelques points que j'étais incapable de situer encore, dit-elle. Or, ce point de virilité, elle l'évoque dans l'un de ses derniers livres, L'Étoile Vespère, ce livre qui est à la fois journal, mémoire, essai, publié après la guerre, lorsqu'elle est sortie et du journalisme et de la fiction. Elle appelle alors ce brin de virilité, au fond, ce qui lui a permis d'écrire, et qu'elle accepta une fois qu'elle fut devenue mère, une fois qu'elle eut consenti à être écrivain. Et on a l'impression que ces deux passages, ces deux transitions ont eu lieu de manière concomitante. Comment l'explique-t-elle? Elle dit que ce brin de virilité la sauva de la maternité, des mièvreries qu'elle aurait pu écrire une fois devenue mère, et en vérité, il y a 1 ou 2 articles de maternité écrits aussitôt la naissance de sa fille, Colette, dans l'été 1913, qui l'ont probablement rendue consciente de ce risque. Et elle dit que ce brin de virilité la sauva de la maternité et a permis à l'écrivain en elle, promu parent heureux et tendre, de ne pas tourner auteur médiocre. Elle ajoute, un vieux garçon de 40 ans, sous la femme encore jeune que j'étais, réclama son dû après qu'elle eut donné naissance à la petite Colette. Elle rappelle ici la malédiction que lui jetait sa mère, qui lui disait, qui lui aurait dit « Tu ne seras jamais qu'un écrivain qui a fait un enfant ». Dit-elle, si sa mère avait encore vécu, comme elle lui disait lorsqu'elle était une petite fille et qu'elle peinait à son ouvrage de couture, « Tu n'auras jamais l'air que d'un garçon qui coud ». Un écrivain qui fait un enfant, un garçon qui coud, et voilà ce qui a permis à Colette, pense-t-elle, de surmonter la maternité, et sans doute d'être une mauvaise mère, puisqu'elle a beaucoup abandonné sa fille. Dans les années 30, Colette cherche à éviter aussi de nombreuses manières d'être écrivain. Elle occupe une place importante dans la scène littéraire française. Elle a succédé à Anna Noailles dans Votre Académie, mais elle fait tout encore pour ne pas être écrivain, ou en tout cas pour ne pas occuper cette posture d'écrivain. En 1932, elle lance ses Cosmétiques Colette, ouvre un institut de beauté. Elle se produit comme maquilleuse à Paris et à Saint-Tropez. Après avoir été danseuse, comédienne, journaliste, elle devient voyageuse de commerce et elle donne devant le même public à la fois une conférence sur ses romans et une démonstration de ses produits de beauté. Elle multiplie la rédaction de réclames, comme on dit, de publicité, genre bref, dans lequel elle excelle, et elle évoque dans un article ce qu'elle appelle le second métier de l'écrivain. Le second métier de l'écrivain, c'est d'écrire sur commande, d'écrire en étant payé à la ligne, et on peut à la fois être membre de l'Académie royale et écrire des publicités pour les cigarettes Lucky Strike, les automobiles Ford, les vins Nicolas ou les grands magasins du printemps. Colette ne cesse de casser l'image de l'écrivain. Ces audaces pourraient sembler contraires à ses intérêts dans la seconde moitié des années 1930, époque où elle publie moins de romans et où elle a besoin d'argent, écrit pour la presse, et notamment pour la presse féminine qui commence à se développer dans les années de l'avant-guerre. Elle écrit notamment pour Marie-Claire, où elle dirige plusieurs numéros et où elle répond au courrier du cœur. Et il me semble que date de cette fin des années 30,
le préjugé qui voudrait que Colette s'adresse surtout aux femmes, soit un auteur pour femmes, alors que ce n'était évidemment pas du tout le cas des Claudines, ni de ces livres des années 20. C'était une littérature plutôt pour hommes, mais les libraires me disent qu'aujourd'hui encore, ce sont surtout des femmes et des jeunes filles qui achètent les romans de Colette à l'occasion de ce centenaire, et apercevant tout à l'heure le public de cet après-midi, je pense qu'il est là aussi largement en majorité féminin. Je pense que cela date donc de cette fin des années 30, et cela a été renforcé par la chronique hebdomadaire du Petit Parisien que Colette a tenue en 40 et 41, où elle s'adresse à celles qu'elle appelle « mes chères femmes », pour les aider à supporter leur vie quotidienne difficile, la solitude. Cette fois, les hommes ne sont plus dans les tranchées, mais prisonniers, le froid, les pénuries. C'est une réputation acquise dans ces années-là. Colette, dans les années de guerre, écrit un dernier récit tout à fait séduisant, cette fameuse Gigi, qui a donné un film célèbre, et c'est, on dirait, une œuvre de consolation, conçue pendant la détention de son mari et écrite dans les années noires. Au lendemain de la guerre, Colette n'écrit plus de fiction, mais ces livres inclassables que sont Les Toiles Vespères, Du nom de Vénus au crépuscule et Le fanal bleu. Et à ce moment-là, c'est en effet l'unanimité. Elle est le grand écrivain, l'écrivain consacré, et celle que Cocteau et Mauriac appellent la bonne dame du palais royal. Elle qui avait toujours refusé de jouer à l'écrivain et canonisée de son vivant, enfin élue à l'unanimité membre de l'Académie Goncourt, présidente. Ses œuvres complètes sont publiées par Maurice Goudquet, son mari, et on a donc un renversement prodigieux d'images dans les hommages qui pleuvent pour ses 80 ans en 1953. Colette, à ce moment-là, assume sans arrière-pensée ce statut d'écrivain de douairière des lettres françaises. L'auteur des Claudines, l'auteur scandaleuse des Claudines, la danseuse au sein nu, l'ancienne maîtresse de Missy, se fait appeler Madame Colette, et une nouvelle génération d'écrivains la traite en maître, y compris au lendemain de la guerre, Aragon et Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe. En vérité, Colette avait su très tôt, avec Chéri, dès Chéri, qu'elle avait donné un livre qui durerait, un livre magistral, mais elle le reconnaît seulement dans l'Étoile Vespère. Elle écrit à ce moment-là, « Il n'a reçu que des louanges, il n'a pas reçu que des louanges. Le nourrisson méchant que je couchais sur le sein de Léa. » Mais elle laisse à dire ses critiques, car, ajoute-t-elle, elle n'ignorait pas qu'elle avait réussi. Pour la première fois de ma vie, je me sentais intimement sûr d'avoir écrit un roman dont je n'aurais pas à rougir ni à douter. Donc, même si elle continua de le nier en public, Colette savait depuis 1920 qu'elle était un grand écrivain, un écrivain qui resterait, et d'ailleurs en envoyant à Proust les épreuves de Chéri, elle montrait qu'elle était sûre d'elle. Voici ce qu'elle lui disait. « C'est un roman que je n'avais jamais écrit. Les autres, je les avais écrits une ou deux fois. C'est-à-dire que les vagabondes et autres entraves recommençaient toujours un peu de vague Claudine. Elle est très sévère pour les rendements antérieurs à Chéri. Les Claudines, les mines, les intrigues amoureuses, la vagabonde, qui n'avaient pas encore coupé avec la littérature de l'atelier. L'Étoile Vespère, où Colette fait le tour de sa vie et de son œuvre, aurait dû être son dernier livre, dit-elle. Mais justement, elle s'est rendue compte en l'écrivant
qu'elle ne pouvait pas arrêter d'écrire parce qu'elle était un écrivain, parce qu'elle avait besoin d'écrire, et que sans doute c'était de sa vocation. Voilà la conclusion de sa longue écriture de vie. Elle ne refuse plus d'être écrivain, elle ne recherche plus un second métier qui la divertirait de la mauvaise littérature, et elle dit, dans le Fanal bleu, qu'elle s'est aperçue qu'il est aussi difficile de finir que malaisé de continuer. Dans l'un de ses derniers articles, publiés en 1953 pour ses 80 ans, elle reconnaît pour la première fois chez elle ce qu'elle appelle la présence d'un besoin dont je n'ai jamais crié l'urgence sur les toits, besoin qu'elle a toujours réfuté jusque-là, ce besoin d'écrire. Quelle méfiance n'eus-je pas de toi et de moi, durant que je souhaitais d'avoir fini d'écrire. C'est seulement 1 an avant sa mort qu'elle reconnaît que ce vœu d'en avoir fini avec l'écriture, avec la littérature, ne pouvait pas résister devant ce qui était en vérité sa vocation. Merci. Merci Antoine, j'ai oublié de signaler les livres qu'il a publiés sur Colette. Un été avec Colette, qui est la mise en forme littéraire d'émissions de radio qu'il avait faites sur France Inter, et c'est un livre de 2022, et l'anthologie qui vient de paraître là, Le blé en herbe et autres écrits, à la Pléiade. Voilà. On ne le voit plus. Il a disparu. Restituez-le nous, s'il vous plaît. Voilà. Alors, le débat est ouvert sur Colette en général, sur les 2 interventions que nous venons d'entendre, qui posent pas mal de questions. Je vais donner la parole à Jeanne Augier, c'est vous qui il faut qu'on vous donne un micro. J'en profite pour signaler que Jeanne Augier, qui est parmi nous là, est la grande spécialiste de Colette en Belgique, et vous recommandez son livre « Colette et la Belgique » aux éditions de Racine et de notre Académie. Il est épuisé, comme on l'a signalé dans Le Monde hors série, mais on peut toujours l'atteindre par Amazon, etc. Voilà. Alors ce que je voulais dire, parce que Antoine Compagnon, pour le micro, je crois que vous m'entendez, peut-être sans micro. J'ai quand même deux, oui. Antoine Compagnon a évoqué les 2 frères de Sido, et dans le discours qui a été donné tout à l'heure, un extrait, il y a eu d'autres points qui célébraient la Belgique. Parce que quand Colette a prononcé son discours, elle a dit « Je n'arrive pas chez vous, je reviens ». Et alors elle a évoqué, quand elle avait 6 ans, son passage avec Sido. Elle est invitée chez cet oncle Eugène, un de ses 2 frères, et elle a évoqué beaucoup de choses, notamment l'humour français, l'humour belge se liant avec l'esprit français, etc. Donc ça, c'est déjà une chose à signaler, c'est le côté belge. Elle a dit d'ailleurs dans Paris Soir, je suis un peu citoyenne d'adoption de Bruxelles. Alors je voulais signaler simplement une petite chose aussi, c'est que dans le Pourquoi pas, avec un dessin de Hox, il y a un journaliste anonyme, peut-être Garnier, on ne sait pas, qui a dit Colette est passée au rang des honneurs et de la respectabilité. Après celui de l'indépendance et d'irrégularité, elle le doit à l'Académie belge de langue et de littérature française. Merci. Et un petit mot comme ça, Madame Bénédicte Vergère-Chorion est coiffée à la manière de Maud Lottie
quand elle a interprété le rôle de Claudine dans des films qui ont été perdus depuis, et c'était en 1917 ou 1918, avec la coiffure à la carrée. Malheureusement, j'ai un peu passé l'âge de jouer Claudine, mais plutôt la grand-mère de Claudine, donc je ne peux pas refaire ces films. Comme disait Colette à Pierrat, vous n'avez pas d'âge sauf celui de la jeunesse. Alors, il faut peut-être laisser Jean-Baptiste Bargnan. Oui, je ne me permettrai pas de dire quoi que ce soit de négatif concernant l'intervention d'Antoine Compagnon, qui était remarquable, sauf sur un petit point de détail sur lequel je me permets d'insister. Georges Simenon n'a jamais rencontré Colette. Et ce fameux conseil que Colette aurait donné à Simenon est une pure légende inventée par Simenon lui-même. Un chercheur éminent, un simonien éminent de Liège, que Daniel et moi avons bien connu, Michel Lemoine, a fait des recherches très approfondies sur le sujet, a découvert que les articles et que les contes que Simenon avait publiés au Matin, qui sont très nombreux et que tu as édité dans la revue Trace, avaient été supervisés par De Jouvenel et pas par Colette. Toute sa vie, Simenon a été à la recherche d'une légitimité littéraire, et ce qui est frappant et curieux à la fois, c'est que ce n'est qu'après le décès de Colette qu'il a commencé à propager cette légende. Dans les interviews qu'il donne sur son apprentissage littéraire, il cite à tout moment Colette. Or, Colette n'était pas là pour désapprouver et pour contester ce propos. Avant 1954, il n'y a aucune mention de Colette dans quelque interview que ce soit de Simenon. Voilà. Alors, je ne sais pas si M. Compagnon compte éditer ce texte, s'il m'entend, mais il serait peut-être bon qu'il rectifie ce passage et qu'il rétablisse la vérité. Merci. Ce passage a été repris dans l'album Simenon. Et la petite idole. Oui, ça se trouve partout. Ça se trouve partout, jusqu'à ce que Michel Lemoine, il y a une quinzaine d'années, fasse des recherches approfondies sur le sujet. Je vous avoue que moi-même, dans mes ouvrages sur Simenon, j'ai abondé en ce sens. Et donc la petite idole qui a été acceptée, soi-disant par Colette, qui avait refusé beaucoup d'autres écrits de Simenon, c'est Henri Jouvenel qui l'aurait accepté. Voilà. Oui. On peut peut-être laisser Antoine Compagnon répondre. Je ne sais pas s'il est joignable encore. Oui, oui. La source, c'est le portrait souvenir de Simenon de Roger Stéphane, qui est... Oui, mais c'est un ouvrage qui date des années 50, 60. 1963. Oui, non, c'est un ouvrage. Dans tous les livres sur Simenon, jusqu'à une date récente, cette anecdote figure. Mais c'est la pure légende. Que Simenon a inventé, Simenon était très coutumier de ce type de légende. D'une manière générale, la postérité des écrivains est encombrée de légendes. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, je voulais poser une, mais attendons que... Avez-vous une question dans le public encore? Antoine disparaît là sur l'écran. Signaler rapidement à la Bibliothèque nationale. À la Bibliothèque nationale de France, le 15 mai, Dominique Bonnat, qui a écrit Colette et les siennes, va intervenir et qu'il y aura des lectures à voix haute. À la Bibliothèque nationale, site Richelieu, qu'il y aura des textes de Colette qui seront lus à voix haute. C'est une information que je donne puisque je suis une lectrice des chroniques de cette Bibliothèque nationale de France. Béatrice. J'ai une petite question à propos de Colette, traductrice. J'ai vu à Paris, j'avais 20 ans, une pièce qui s'intitulait Ciel de lit. C'était Jean-Claude Brialy d'ailleurs, qui était très proche de Colette. Et je pense que cette pièce était traduite par Colette.
pouvez confirmer, et si elle a fait d'autres traductions. Alors en fait, Béatrice, je ne suis pas du tout une spécialiste de ça. Je vais vous dire quelque chose, c'est que Colette écrivait un petit peu en anglais dans sa correspondance, par manière de plaisanterie, dans un anglais correct mais limité. Et l'autre remarque que je voudrais faire, c'est que elle n'a jamais porté elle-même sur les planches ses textes. C'était toujours un travail de collaboration, par exemple avec Paul Géraldine et avec d'autres. Donc, il est tout à fait possible que dans le cas de la pièce que vous évoquez, quelqu'un ait fait la traduction et qu'elle ait travaillé avec cette personne. Ça me paraîtrait assez logique. Donc, ce n'était pas dans ses habitudes de faire des traductions de pièces de théâtre, quoi. Non. Est-ce qu'il y a une autre question? Peut-être signaler que Colette a créé en Belgique, à Bruxelles, Théâtre du Parc, le rôle. Oui, pardon. Signaler que Colette a créé au Théâtre du Parc, non seulement elle y a joué dans une pièce de Pan, mais et puis Léa de Chéri, mais elle a créé le rôle de Néré au Théâtre du Parc. Et elle a fait même, c'est pas inscrit, mais on le croit, la mise en scène en collaboration avec Léopold Marchand, qui a collaboré à beaucoup d'œuvres de Colette. Et alors, dans les fins difficiles d'œuvres de Colette, elle a terminé la seconde au château d'Ardenne, en Belgique, à 31, à la veille du Nouvel An. Bien. Y a-t-il d'autres interventions? Dans le fond, là, je crois, il y a un monsieur qui voudrait prendre la parole, Michel. Oui, je voudrais savoir si c'est plutôt sa vie qui fascine que ses écrits, ou bien est-ce que c'est un écrivain futile ou un peu dépassé? Alors les deux orateurs peuvent répondre peut-être. Antoine, tu nous entends là? Oui, je vous entends. On peut peut-être répondre si je crois que Colette est un écrivain qui est toujours lu. Je pense que sa vie est évidemment prodigieuse, intéressante. Colette a traversé tout un siècle. Bénédicte Vergès-Seignon l'a rappelé. Elle a traversé les deux guerres. De l'affaire Dreyfus à la guerre froide, elle a tout connu. Donc il y a beaucoup de raisons de s'intéresser à Colette. C'est une bonne partie de notre histoire qu'on retrouve dans l'œuvre de Colette. Et puis sa vie, qui a été une conquête de la liberté, d'un bout à l'autre, de son indépendance. Il est évident qu'elle fascine, mais Colette est à mes yeux un grand écrivain et elle a créé je dis, un grand écrivain, c'est Baudelaire qui disait, c'est quelqu'un qui a créé quelques grands mythes littéraires. Et Colette en a créé beaucoup. Claudine, tout le monde connaît Claudine et on peut retourner à lire Claudine. Sido, Gigi. À travers le cinéma, Le Bé en herbe et Gigi sont connus très largement. Non, ce n'est pas la biographie de Colette qui intéresse, ce sont ses œuvres, et mon vœu, c'est que ce 150aire qui fait que nous parlons de Colette reconduise en librairie vers la lecture de Colette, et je crois que c'est le cas. Ce que l'on me dit de l'anthologie qui vient d'être publiée dans la Pléiade, de l'accueil de cette anthologie, montre que Colette est lue. Et c'est pourquoi j'insistais sur le fait que sa langue, et Colette a inventé une langue. Quand il suffit de lire la première page de Claudine pour voir que nous sommes, si je compare au groupe des 6 que j'ai évoqués, Colette est la plus proche de nous par la langue. Et donc,
elle a touché à la langue, elle a modifié la langue française, et pour cette raison, oui, c'est à mes yeux un très grand écrivain que j'espère que l'on lira cette année. Je pense qu'il n'est pas besoin de connaître la biographie de Colette pour lire et apprécier ses livres. J'ai tendance à dire qu'elle écrit en procurant un tel plaisir de lecture que même quand à la base le sujet qu'elle va traiter ne m'intéresse pas, je me laisse totalement prendre, et ça reste une littérature qui est très très accessible à tout le monde, et n'oublions pas que Colette était une vedette aussi parce qu'elle avait un énorme succès avec ses livres qui étaient lus par des publics qui n'étaient pas des publics élitistes, qui pouvaient être des publics jeunes aussi, et Antoine Compagnon l'a rappelé avec beaucoup de pertinence, qui étaient des publics mixtes, effectivement. Madame, à ma gauche, je voulais poser une question. Eh bien, il y avait quelqu'un qui avait parlé en montant si Colette avait été traductrice, et j'aurais voulu savoir si elle-même avait été traduite de son vivant et vers quelle langue elle avait eu le plus grand rayonnement, si c'était... bon, voilà, si elle était considérée comme un grand écrivain, peut-être dans la littérature américaine, anglaise, en Italie. Bon, merci. Alors oui, Colette a été traduite de son vivant. Dès les années 20 et 30, elle a été traduite par exemple en allemand et en anglais. Et elle était très connue aux États-Unis, par exemple. C'est pour ça que le ministère français de l'Information lui avait demandé ces émissions radiophoniques de propagande. Et on voit les journalistes et les photographes américains et anglais se précipiter dans son appartement du Palais Royal à la suite de la libération de Paris, ce qui montre assez sa notoriété, effectivement. Alors, après, elle n'était pas du tout, au contraire, considérée comme un écrivain de valeur par l'Allemagne nazie. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de, comment dirais-je, de tentation à avoir de son côté, mais elle était suffisamment connue en Allemagne pour qu'elle soit, par exemple, interviewée dans la Pariser Zeitung, le quotidien parisien de langue allemande, et qu'on la fasse parler des animaux, des chats, des chiens, etc., ce qui montre à quel point au moins son personnage public était connu en dehors de France. Il y a la fameuse photographie d'Irving Penn de Colette montre cette notoriété américaine, le récit de Truman Capote. Donc oui, Colette est un écrivain très répandu dans l'entre-deux-guerres et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que je peux à mon tour poser une question? S'il n'y en a plus dans le public. Je me demandais, c'est une question que je pose à Antoine Compagnon, si Colette s'est convertie tardivement, si j'ai bien compris, avec une sorte de réserve au statut d'écrivain, est-ce que ça procède d'elle-même? Est-ce qu'à force d'écrire, elle a compris ce qu'elle faisait? Ou bien s'il n'y a pas eu une forte pression extérieure venant du succès du public? En fait, j'ai du mal à distinguer les deux. Peut-être se confondent-ils. Alors, j'ai essayé de dire que Colette a commencé à écrire dans l'atelier de Willy. C'est comme ça qu'elle a appris son métier. Et c'est aussi à ce titre qu'elle refuse toujours cette idée de vocation et de besoin d'écrire. Elle le répète tout le temps, qu'elle n'a pas besoin d'écrire, qu'elle écrit parce que c'est une façon de gagner sa vie. Et
Alors on peut penser qu'il y a une dimension d'affectation ou de pause ou de protection. J'ai essayé de suggérer que ce qu'elle refuse, c'est une position qu'elle voit chez les hommes, chez ses contemporains, qui écrivent parce qu'ils ont cette ambition et cette vocation. Et ce n'est pas son cas. Quand elle rappelle ce mot de sa mère, tu as l'air d'un garçon qui fait de la couture, ça me dit quelque chose de ce qu'elle est comme écrivain. Et alors évidemment, au lendemain de la guerre, les choses ont tout à fait changé. Tout cela n'a plus beaucoup d'importance. Mais pendant la période de sa grande créativité, c'est-à-dire dans les années 20, avant la Première Guerre mondiale et dans les années 20, il y a assurément un refus de cette position de l'écrivain, c'est-à-dire qu'il est un clerc, c'est pour ça que j'employais ce mot tout à l'heure, un clerc. Et c'est bien illustré dans la résistance de Gilles. Mais, encore une fois, ce qu'elle dit dans l'Étoile Vespère de Chéry, ou même la dédicace qu'elle a envoyée à Proust, montre qu'elle savait qu'avec Chéry, elle avait fait un grand livre. Qu'elle considérait que les livres qui avaient précédé n'avaient pas cette valeur. Et je pense que c'est la même chose. Le livre le plus ambitieux de Colette, le roman le plus ambitieux de Colette, qui n'a pas du tout été mentionné aujourd'hui, c'est à mes yeux La naissance du jour. Et La naissance du jour, c'est un livre que tout le monde peut lire aujourd'hui, qui est un livre très moderne, qui est un peu le modèle de ce qu'on a appelé par la suite l'autofiction. Un personnage qui est à la fois narrateur et metteur en scène d'une intrigue, réémission d'autres personnages. C'est un livre qui reste tout à fait stimulant et audacieux. Donc, je pense qu'il y a une certaine réticence à reconnaître ce besoin d'écrire, qui établirait une vocation. D'où aussi cette volonté d'affirmer la possibilité d'avoir un second métier. Colette dit que si les écrivains ne font pas de publicité, alors qu'elle en fait, n'écrivent pas pour la publicité, c'est parce qu'ils n'en sont pas capables, dit-elle. Elle sait qu'elle en est capable. Mes chers amis, avez-vous encore une question à poser, un avis à donner? Voilà, mais je pense que nous avons été très heureux de nous revoir autour de Colette. Je remercie encore Bénédicte Vergès et Antoine Compagnon d'avoir bien voulu nous parler de ce beau et grand sujet et de ce grand écrivain.